qui n'est pas vrai. Maintenant, supposons que B, le premier joueur, garde la stratégie B, alors que le deuxième joueur prend une stratégie mixte à support AC. Ça voudrait dire que 0 est égal à 1. Là aussi, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. À support BC, ce n'est pas vrai non plus. 2 soit égal à 1. Donc, c'est impossible. Ceci, on déduit de ça qu'il n'existe pas un équilibre de Nash mixte où le premier joueur adopte une stratégie pure, qu'elle soit égale à A ou à B, et que le deuxième joueur adopte une stratégie mixte à support grand A grand B ou grand A grand C ou grand B grand C. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas d'équilibre de Nash de ce type. De même, on peut éliminer les équilibres de Nash du type sigma 1, c'est-à-dire le premier joueur va jouer une stratégie mixte en donnant des probabilités à petit a et à petit b qui sont strictement positifs, alors que le joueur 2 va adopter grand A toute seule ou grand B tout seul ou grand C tout seul. De la même manière, il faudrait par exemple, s'il adopte grand A alors que le premier joueur a mis dans sa cagnotte petit a et petit b, il faudrait que U1 de A grand A soit égal à U1 de petit b grand A, c'est-à-dire 3 est égal à 0, ce qui n'est pas vrai. Là aussi, il faudrait que, par exemple, s'il adopte le B, la même chose, il faudrait que U1 de petit a grand B soit égal à U1 de petit b grand B, donc A égale à 2, ce qui est impossible. Ici aussi, 0 égale à 1, ce qui est impossible. Donc ça, c'est juste pour éliminer les cas triviaux, qui sont en général, qui n'existent pas dans un jeu qui n'est pas dégénéré. Les cas triviaux, c'est lorsque, par exemple, l'un des joueurs joue une stratégie pure, alors que l'autre joueur va jouer avec des stratégies mixtes. Ça, les équilibres de Nash, on vérifie sur le tableau de notre matrice, que de notre deux matrices, en fait. Là, il y a deux matrices. Que cela n'est pas possible. Est-ce que c'est clair cette première élimination en ce qui concerne le support? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris cette partie? Si vous n'avez pas compris, vous me posez des questions. Allez-y. C'est clair. Maintenant, on va supposer que, donc, le premier joueur va mettre dans le sigma A et B, il va accorder des probabilités strictement positives à A et aussi à B. Donc, sigma 1 va être de support petit a, petit b, et que sigma 2, par exemple, va être de support grand A, grand B et grand C. C'est comme si le premier joueur, son sigma 1 a 2 éléments face à un support à 3 éléments. On va voir, est-ce que cela est possible? Alors, dans ce cas-là, que va-t-il se passer? On va supposer alors que le premier joueur adopte une stratégie sigma 2 à support grand A, grand B et grand C. L'invariance de support, qu'est-ce qu'elle entraîne? Que U2 de... Bon, ça c'est la partie où j'ai éliminé les cas triviaux, excusez-moi. Donc, je passe à la partie où je suppose. Ça, c'est les cas triviaux. Les cas triviaux que j'ai éliminés juste en ne pas utilisant les slides. Donc, maintenant, je suis dans un autre cas. C'est-à-dire que je suppose que sigma 1, pardon, je vais utiliser comme ça, vous allez, un pointeur. Comme ça, vous allez, voilà. Je suis dans ce cas-là où j'utilise sigma 1, c'est P1 moins P. Autrement dit, je suppose que le joueur 1, le support de sigma 1 contient petit a et petit b. Et je suppose d'autre part que sigma 2, elle est du type Q1, 1 moins Q1 moins Q2 et Q2. Ici, c'est Q2. Donc, je suppose que sigma 2, que le joueur 2, le support de sigma 2, contient grand A, grand B et grand C. Alors, dans ce cas-là, puisque sigma 2 est à support grand A, grand B et grand C, alors, d'après l'invariance de support, nous allons avoir U2
de sigma 1 face à A est égal à U2 de sigma 1 face à B est égal à U2 de sigma 1 face à C, du moment que grand A et grand B et grand C appartiennent toutes les trois au support. Si on fait comme ça, qu'est-ce que nous allons avoir comme égalité? Évidemment, quand on calcule sigma 1 qui est P1-P face à A, nous obtenons, d'après le tableau, si on revient vers le tableau, une seconde, nous obtenons alors 2P plus 0, 1 P est égal à P plus 3 fois 1 P est égal à 1,5 P plus 2 fois 1 P. Donc, au fait, ce que nous allons obtenir, ce sont deux équations avec une seule inconnue. Donc, pour que ce soit égal, il faut vraiment que ce soit un cas particulier. C'est ce que nous appellerons les jeux dégénérés, où il peut y avoir ce genre de cas. Ce n'est pas le cas de l'exemple de la bataille du couple généralisée, c'est-à-dire ici, là, une variante de la bataille du couple, c'est-à-dire ici, ce qu'on va obtenir pour la première équation à partir de U2 sigma 1A égale U2 sigma 1B, CP est égal à 3 quarts. D'accord? P est égal à 3 sur 4. Et de U2 sigma 1B égale U2 sigma 1C, on trouve que P est égal à 2 tiers. Donc, il n'existe pas une probabilité P qui permet d'avoir ces deux égalités à la fois. Donc, le joueur 2 ne peut pas mettre dans sa cagnotte A, B et C à la fois. L'équilibre de Nash ne peut pas contenir dans le sigma 2 un support à A, B et C à la fois parce qu'on ne peut pas avoir un P qui nous vérifie à la fois 3 quarts et à la fois 2 tiers. C'est clair cette partie. Donc, on va éliminer ce cas-là. Ce cas-là n'existe pas. Un support 2 fois 3 n'existe pas. Donc, tous les supports vont être a priori de quel type? Du type 2 fois 2. Autrement dit, le premier joueur va accorder une probabilité P1-P strictement positive à ses stratégies petit a et petit b, et le deuxième joueur va forcément choisir deux parmi ces stratégies auxquelles il va accorder une probabilité strictement positive, et la troisième stratégie va être à probabilité nulle. Donc, il mettra dans le support de sigma 2 seulement deux stratégies. On va voir c'est lesquelles. Comment vérifier c'est lesquelles? On va d'abord regarder l'invariance au support. L'invariance au support va nous permettre évidemment de déterminer P. Une fois que nous avons déterminé P, on va voir est-ce que ce P-là va respecter l'invariance de support par rapport à Q et la non-déviation. Donc, on va vérifier deux aspects. D'accord? Donc, on commence par supposer que le support de sigma 2 est égal grand A, grand B. C'est-à-dire, le joueur 2 va mettre C hors support. D'après l'invariance de support que nous allons avoir, U2 de sigma 1 A doit être égal à U2 de sigma 1 B. Ça d'une part. Cette première équation, va me permettre de déterminer P, le P du sigma 1. Une fois que je l'ai déterminé, il faudrait que je vérifie la non-déviation. Qu'est-ce que ça veut dire la non-déviation? Ça voudrait dire que les stratégies qui sont hors support doivent ramener quelque chose de moins ou égal aux stratégies qui sont à l'intérieur du support. Autrement dit, ça s'écrit comment? Il faudrait que U2 de sigma 1A qui est égal à U2 de sigma 1B soit supérieur ou égal à U2 de sigma 1C. C'est-à-dire, ce que ramène C doit être forcément plus petit. D'accord? On commence d'abord par résoudre l'équation U2 de sigma 1A égale U2 de sigma 1B. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. U2 de sigma 1A égale U2 de sigma 1B entraîne que P est égal
3 quarts. On traîne que P est égal à 3 quarts. Maintenant, quel gain ramène ces deux A et B? Ils vont ramener le gain 2 fois P. C'est-à-dire quoi 2 fois P? C'est 2 fois 3 quarts, c'est-à-dire 3 demi. D'accord? Elles vont être égales. Le gain de sigma 1 face à A et le gain de sigma 1 face à B est égal. Ceci d'une part, et ça ramène 3 demi. Et en même temps, ça doit être supérieur au gain ramené par C ou égal. On vérifie. Quand on vérifie, qu'est-ce que nous allons avoir? On va trouver que le gain ramené avec A et le gain ramené avec B est égal à 3 demi, comme nous venons de le vérifier, alors que le gain ramené avec C, il est égal à 13 sur 8. Il est égal à 13 sur 8. Bien sûr, comment obtenir ce 13 sur 8? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons revenir à la formule qui calcule le sigma 1 face à C et remplacer le P par 3 quarts. Donc, ça va nous donner 1,5 3 quarts plus 2 fois 1 moins 3 quarts, ce qui va nous donner 13 sur 8. Ici, c'est 1,5 et là, c'est 1,625, donc c'est faux. Donc, c'est faux, il y a une déviation. Autrement dit, la stratégie qui était hors support a ramené plus que les stratégies qui étaient à l'intérieur du support. Et donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que un support pareil n'est pas possible. Le sigma 2 ne peut pas avoir comme support grand A et grand B. Est-ce que c'est clair cette partie? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Oui? D'accord. Maintenant, on va essayer un autre support. On va essayer un autre support. Donc, on va accorder une probabilité positive à grand A. On va accorder une probabilité positive à grand C. Et à B, on va accorder 0. Autrement dit, le support de sigma 2, il va contenir grand A et grand C. D'après l'invariance de support cette fois-ci, nous aurons dans ce cas U2 de sigma 1 grand A qui est égal à U2 de sigma 1 grand C et qui doit être évidemment supérieur ou égal à U2 de sigma 1 grand B. Parce que le grand B maintenant, c'est lui qui est hors support. Dans ce cas-là, on commence d'abord par résoudre cette égalité. Donc, on calcule sigma 1 face à A. En calculant sigma 1 face à A, nous obtenons 2P. Et sigma 1 face à C, c'était ce que nous avons déjà calculé tout à l'heure, c'est-à-dire 1,5P plus 2 fois 1 moins P. Quand on développe, ça va nous donner moins 1 demi-P plus 2. On résout cette équation et on trouve P est égal à 4 sur 5. D'accord? On trouve P est égal à 4 sur 5. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier, est-ce que lorsqu'on prend sigma 1 avec P est égal à 4 sur 5, c'est-à-dire 4 sur 5, 1 sur 5, est-ce que le gain ramené par B va être inférieur ou égal au gain ramené par A et C qui sont égaux? On a fait de telle sorte à ce qu'ils soient égaux. Donc, on calcule le gain ramené par A et C. Il s'agit de P, donc ça va nous donner exactement 8 sur 5. Maintenant, le gain ramené par B, il est égal à combien? Donc, on n'a qu'à revenir vers les équations. Donc, c'est P plus 3 fois 1 moins P, et je remplace P par 4 sur 5. Donc, c'est 4 sur 5 plus 3 fois 1 moins 1 cinquième, et j'obtiens 7 sur 5. Donc, effectivement, si je prends P est égal à 4 sur 5, je ne vais pas avoir une déviation. C'est-à-dire, pour les stratégies qui étaient dans le support A et C, il y a égalité. Pour la stratégie qui était hors support, qui était B, c'est inférieur à celle qui était dans le support. Donc, il n'y a pas de déviation. D'accord? Il n'y a pas de déviation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier, est-ce que le joueur 2, c'est possible qu'il détermine Q, n'est-ce pas? La non-déviation du joueur 1, du joueur 2, permet de déterminer sigma 1. Maintenant, on va regarder par rapport au joueur 1.
Le joueur 1, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il a accordé une probabilité P, 4 sur 5, 1 sur 5, à la stratégie petit a, petit b. Donc, a priori, il va être invariant dans son support. Donc, U1 de A sigma 2 doit être égal à U1 de B sigma 2, n'est-ce pas? On remplace, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner U1 de A sigma 2, c'est 3Q. On va revenir au tableau si vous voulez pour qu'on ne se trompe pas. Donc, nous sommes dans le cas où B est à probabilité 0. A est à probabilité Q et C est à probabilité M moins Q. D'accord? Donc, il faudrait que A face à sigma 2 soit égal à B, le gain de B face à sigma 2 pour le joueur A. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? 3Q plus 0 à moins Q, c'est-à-dire 3Q, est égal à 0 fois Q plus 1 moins Q. Donc, ce qui va nous donner les équations suivantes. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté. Ce qui va me donner les équations suivantes. C'est-à-dire 3Q est égal à 1 moins Q, donc Q est égal à 1 quart. Et donc, c'est possible de déterminer Q par l'invariance du joueur A. D'où l'équilibre de Nash, qui est 4 sur 5, 1 cinquième, n'est-ce pas? Et 1 quart, 0, 3 quarts. Donc, ça, c'est l'équilibre de Nash qui est accordé au support AC des probabilités, B hors support, et bien sûr, petit a, petit b avec des probabilités. C'est clair comment nous l'avons déterminé? Est-ce que c'est clair comment nous l'avons déterminé? Oui. On va regarder maintenant le dernier cas possible. C'est quoi le dernier cas possible? Ça se peut qu'il y ait deux mixtes. Hein. Ça se peut, dans certains problèmes, il peut y avoir deux équilibres mixtes. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé un équilibre que je m'arrête. Je continue à voir les autres supports. Donc, le dernier support possible, c'est lequel? C'est d'accorder à A une probabilité 0 et d'accorder à B et à C des probabilités strictement positives. Donc, dans ce cas-là, le sigma 2, il sera du type 0, Q, 1 moins Q. D'après l'invariance de support du joueur 2, on va voir alors U2 de sigma 1 face à B égale U2 de sigma 1 face à C. Dans un slide précédent, nous l'avons calculé. Et I de P est égal à 2 tiers. On l'a calculé ici. Regardez, il s'agit de P est égal à 2 tiers. Maintenant, si P est égal à 2 tiers, je vais voir est-ce qu'il n'y aura pas de déviation? C'est-à-dire, est-ce que le gain apporté par B soit plus petit que le gain apporté par B et C? Par A, pardon, soit plus petit que les gains apportés par B et C. On va calculer U1, U2 de sigma 1B et U2 de sigma 1C. On va obtenir que c'est 5 tiers. Il suffit juste de remplacer dans les équations avec P est égal à 2 tiers. Et quand on regarde le U2 de sigma 2 face à A, on va trouver 4 tiers. Donc, il n'a pas dévié. Jusque-là, tout est bon. J'ai pu tout déterminer P et il n'y a pas de non-déviation. Qu'est-ce qu'il reste à vérifier? Il reste à vérifier est-ce que cela est possible pour le joueur 1? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déterminer Q pour le joueur 2 en utilisant l'invariance de support du joueur 1? Donc, on va vérifier ça. Pour l'invariance de support du joueur 1, il faudrait que nous ayons U1 de A sigma 2 qui doit être égal à U1 de B sigma 2. On remplace dans les équations. N'oubliez pas, sigma 2, nous sommes en train de dire qu'elle est du type 0Q, 1 moins Q. En remplaçant dans les équations, on va obtenir Q est égal à Q plus 1, ce qui est impossible. Bien sûr, ça va nous donner Q égale à moins 1, quelque chose comme ça. Et donc, au fait, c'est impossible. Et donc, le seul équilibre de Nash mixte, c'est celui qui correspond au support accordé à des probabilités à A et à C en donnant une probabilité AB égale à 0. Donc, c'est le seul équilibre mixte du jeu.
Est-ce que c'est clair comment nous avons déterminé tout? Qu'est-ce que nous avons fait? Au fait, ce qu'on a fait, on a essayé de regarder tous les supports possibles. On a commencé par un support à un élément avec 2 ou 3 éléments, que ce soit pour le joueur 1 ou le joueur 2. Ensuite, 2 éléments avec 3 éléments, ce qui n'a pas marché. Ensuite, le seul équilibre de nage qui était possible, c'est lorsque nous avons pris 2 éléments avec 2 éléments. Est-ce que c'est clair cet exercice, cet exemple? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que vous avez compris l'exemple? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui, madame. D'accord. Donc, au fait, juste essayer de voir chaque fois l'invariance de support et déviation. Quand c'est bon, je vais vers le joueur 1 et je vois si c'est possible. Quand c'est pas bon, j'arrête, puisque ça ne marche pas déjà. D'accord? Donc voilà, j'ai juste appliqué un peu l'algorithme à 2 fois 3 stratégies. C'est-à-dire le joueur 1 a 2 stratégies, alors que le joueur 2 a 3 stratégies. Maintenant, si je reviens au jeu de l'inspection, donc dans le jeu de l'inspection, je ne sais pas si vous avez essayé de résoudre l'exercice. Donc, je vous rappelle un petit peu juste le texte de l'exercice. Donc, le jeu de l'inspection fait intervenir un agent qu'on suppose un travailleur et un principal qui est le joueur 2. Le joueur 1 a le choix entre travailler ou ne pas travailler, c'est-à-dire tricher. Alors que, en travaillant, le joueur 1 produit une valeur V, mais supporte un coût d'effort G. Le principal, de son côté, peut décider soit d'inspecter, soit de ne pas inspecter. L'inspection a un coût H et permet au principal de savoir si l'agent a travaillé ou a triché. Le travailleur, quant à lui, reçoit un salaire W, sauf s'il existe suite à une preuve d'inspection qu'il a triché. Dans ce cas-là, il obtient 0. Donc, on suppose évidemment que la valeur est strictement supérieure au salaire, qui est strictement supérieur à l'effort, qui est strictement supérieur à H, qui est le coût de l'inspection. Et on suppose évidemment que tout est strictement positif. Donc, si on regarde bien le jeu, le joueur qui est le travailleur, il a deux choix, ou travailler ou ne pas travailler. Et le principal, il a lui aussi deux choix qui sont inspecter ou ne pas inspecter. Maintenant, on va écrire la matrice de jeu. En écrivant la matrice de jeu, donc voilà, ça c'est les stratégies du premier joueur qui est le travailleur, ça ce sont les stratégies du deuxième joueur qui est le principal, on va regarder le gain à chaque fois. Par exemple, si le joueur 1 décide de travailler et le joueur 2 décide d'inspecter, puisqu'il a décidé de travailler, donc quel sera son gain? Il va avoir son salaire, n'est-ce pas? Il va recevoir oméga. Il a fait un effort, donc ça va être oméga moins G. Maintenant, le joueur 2 qui est le principal, puisqu'il a travaillé et l'autre il a inspecté, il sait qu'il a travaillé, donc il va avoir la valeur du moment que l'autre a travaillé, donc il a la valeur à laquelle on soustrait la paye, puisque la paye, il lui donne à partir de la valeur qu'il a, donc V moins oméga, et comme il a inspecté, moins H. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, si le premier joueur va travailler alors que le deuxième décide de ne pas inspecter, bon, puisque le premier joueur va travailler, donc il va recevoir son salaire oméga, et l'autre n'a pas inspecté, donc il ne peut pas savoir, il lui donnera son salaire, moins G, qui va être son effort, et pour le deuxième joueur qui est le principal, il va avoir sa valeur du moment que le premier joueur a travaillé, moins oméga seulement, puisqu'il n'a pas fait d'inspection, donc ce n'est pas moins H, juste moins le salaire. Maintenant, si le deuxième joueur décide de ne pas travailler,
Dans ce cas-là, et le premier joueur décide d'inspecter. Dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas travaillé, il ne produit rien du tout, il n'a pas de salaire, donc il a 0. Le deuxième joueur, comme il a inspecté, il a moins H. Il n'a pas V parce que le premier joueur n'a pas travaillé. D'accord? De même, si le premier joueur décide toujours de ne pas travailler, alors que le deuxième joueur décide de ne pas inspecter, alors dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas inspecté, il est obligé de lui donner oméga ou bien W qui est son salaire. Et donc, il va recevoir W sans G, puisqu'il n'a pas fait d'effort, et l'autre, il va avoir un moins W qui est quand même plus grand qu'un moins H du moment que il est plus perdant, du moment que W est plus grand que H, il est plus perdant. D'accord? Donc, moins W qui est inférieur à moins H. Donc, voilà ce qui va se passer dans le jeu. Maintenant, si on vous demande de déterminer les équilibres purs, vous allez remarquer qu'ils n'existent pas. Bien sûr, il n'y a pas un profil, il n'y a pas un profil, s'il décide de travailler, l'autre préférera ne pas inspecter, et s'il décide de ne pas travailler, l'autre, il préférera inspecter. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas d'accord, donc vous pouvez vérifier avec les réponses, il n'y a pas d'équilibre en pur. Maintenant, on va essayer de trouver un équilibre en mixte. Pour déterminer un équilibre en mixte, donc on va associer des probabilités à travailler, ne pas travailler, qui sont x, 1 moins x, et on va associer des probabilités à inspecter, ne pas inspecter, qui sont y, 1 moins y. Et toujours avec l'histoire d'invariance de support, c'est-à-dire qu'il faudrait que U1 de travailler sigma 2 soit égal à U1 ne pas travailler sigma 2 et U2 de sigma 1 inspecté doit être égal à U2 de sigma 1 ne pas inspecté. Ce qui va nous ramener à ces équations. Donc U1 de T sigma 2 égale à U1 de ne pas travailler sigma 2, ce qui va me donner la valeur de probabilité accordée en sigma 2, c'est-à-dire à Y, qui est égal à G sur W. Et de même, U2 de sigma 1i doit être égal à U2 de sigma 1 ni, c'est-à-dire lorsque le premier joueur adopte sigma 1, alors que le deuxième joueur décide d'inspecter ou de ne pas inspecter, ce qui va me donner x est égal à 1 moins h sur w. Donc, je peux trouver la probabilité. C'est quoi y au fait? Au fait, y, c'est la probabilité accordée à l'action inspectée. Donc, l'équilibre de Nash va être du type G sur W, 1 moins G sur W, et 1 moins H sur W, H sur W, bien sûr, X avant et Y après. Donc, qu'est-ce que cela? Comment cela peut-il être interprété? Comment cela peut-il être interprété? Autrement dit, dans l'équilibre de Nash, le joueur principal, il va accorder une probabilité à l'action inspectée est égale à G sur W. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire plus le salaire qu'il accorde aux travailleurs est grand, voire l'obligation d'inspecter, moins il aura la probabilité d'inspecter. Ça d'une part. Plus le G devient grand, c'est quoi le G? Le G, c'est l'effort du travailleur. Plus l'effort est grand, moins plus le principal aura tendance à inspecter. Donc, la probabilité inspectée dépend de l'effort et de la paye. Plus la paye est petite, plus il va inspecter. Plus elle est grande, moins il va inspecter. Plus l'effort est grand, plus il va inspecter. Moins l'effort est grand, moins il va inspecter. De même, ici, l'interprétation de 1 moins h sur w. X, c'est quoi? C'est la probabilité accordée à travailler. Donc, 1 moins x, ça va être la probabilité accordée à ne pas travailler. La probabilité accordée à ne pas travailler, elle est égale à h sur w.
Donc, plus le salaire est grand, moins il aura tendance à tricher. Plus le salaire est grand, plus il aura tendance à travailler. Et de même, le H, c'est quoi? C'est le coût de l'inspection. Plus le coût de l'inspection est grand, plus il aura tendance à ne pas travailler. Donc voilà, ça c'est juste expliquer le sens de l'équilibre de Nash par rapport aux actions qui étaient travailler, ne pas travailler, ou tricher, ou inspecter, ne pas inspecter. Donc, au fait, l'équilibre de Nash permet de donner une interprétation aux actions qui vont être faites au fur et à mesure que le jeu va se répéter. Bien sûr, travailler, ne pas travailler, inspecter, ne pas inspecter, c'est un jeu qui se répète tout au long de l'année, mis à part les congés. Donc, plus le jeu va se répéter, plus on va voir vers quelle tendance va aller nos deux joueurs. Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont plus travailler? Est-ce que le travailleur va plus travailler et le principal va plus inspecter? Et comment ça va se dérouler? Au fait, ça dépendra des valeurs principales qui sont G, W et H. G, c'est quoi? C'est l'effort du travailleur, parce que plus l'effort est grand, plus il faut inspecter. Plus le salaire est grand, moins il faut inspecter. Et de même, pour ne pas travailler, plus le salaire est petit, plus la probabilité de ne pas travailler est grande. Et plus le H est grand, c'est-à-dire s'il sait que le coût de l'inspection par rapport à son adversaire, qui est le principal, est grand, plus il aura tendance à ne pas travailler parce qu'il sait que l'inspection ne va pas dérouler. Donc voilà le jeu de l'inspection. Il peut vous montrer ce qu'on appelle l'évolution du jeu à travers le temps. Cette évolution du jeu à travers le temps, en fait, dans les dernières années, elle est traitée en utilisant le deep learning. Elle est traitée en utilisant le deep learning, en engageant le système dans un système de deep learning. On peut savoir qu'est-ce qui va se passer. Entre autres, on peut même calculer l'équilibre de Nash et même d'autres problèmes, même quand il s'agit de plusieurs joueurs. Voilà. Donc ça, c'est pour les exemples que je viens de vous donner. Est-ce que c'est clair ce que nous venons de faire? Est-ce que vous avez des questions sur les exemples? Est-ce que vous avez des questions sur les exemples? Non, Non. ça va? Donc, donc maintenant, on va aller vers... Bon, on va aller vers comment calculer l'équilibre de Nash dans un jeu à deux joueurs. Je viens de vous dire que dans un jeu à plusieurs joueurs, on a trouvé des solutions qui s'appuient sur le deep learning, euh, surtout en appliquant les nouvelles tendances du deep learning, c'est-à-dire en utilisant quelques concepts physiques. Donc, de la physique. Hein. Donc maintenant, le noyau, ou comment est-ce qu'on calcule l'équilibre de Nash lorsque nous avons que deux joueurs. Au fait, c'est un problème très important parce que ça permet aux informaticiens de développer des logiciels pour les autres sciences qui font intervenir l'équilibre de Nash, que ce soit les sciences financières ou même, les sciences politiques ou quelque chose de social ou quelque chose comme ça, biologique ou n'importe quoi où on peut appliquer l'équilibre de Nash. Donc c'est vrai que la théorie des jeux a donné des choses pour l'informatique, mais vice-versa. Même l'informatique et le machine learning a donné des choses pour la théorie des jeux. C'est-à-dire ce qui paraissait des problèmes très difficiles en mathématiques et qui avaient des complexités très grandes, grâce au deep learning, on peut les résoudre. Mais ça, c'est un autre problème. Là, ce que je vais vous montrer, c'est juste comment est-ce qu'on développe des algorithmes pour la résolution des jeux à deux joueurs. Donc, la première idée est lorsque j'ai affaire à deux joueurs, le problème, il reste un problème d'optimisation linéaire. Et les problèmes d'optimisation linéaire, c'est juste un PL résolu par un simplex, etc. Donc, au fait, c'est des problèmes plutôt en mathématiques faciles. Plutôt faciles,
Et donc, les gens ont tendance à pouvoir les résoudre. Donc, les gens, quand ils se sont attaqués à l'aspect computationnel de l'équilibre de Nash, ils se sont attaqués au problème lorsque nous avons seulement 2 joueurs, même s'il y a beaucoup de stratégies. Bien sûr, si vous avez remarqué, point de vue exercice, je n'ai pas dépassé 3 stratégies. Parce que dès que je dépasse 3 stratégies, ça devient d'une complexité impossible. Ça devient trop long. Donc, même pour les recherches, donc on a commencé avec 2 joueurs. Ensuite, les gens ont pensé à augmenter le nombre de joueurs. Quand on augmente le nombre de joueurs, le problème, il ne devient plus linéaire. Il devient des problèmes de dynamique, ce qu'on appelle l'optimisation dynamique ou l'optimisation non linéaire. Et donc, l'optimisation non linéaire, elle aussi, des méthodes de résolution approximatives, il y a plein de méthodes. Mais ces méthodes-là, elles sont coûteuses en temps de calcul, etc. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est lorsqu'il s'agit seulement de 2 joueurs. Quand il s'agit de 2 joueurs, il y a 2 algorithmes très connus qui sont l'algorithme de Lenkhausen de 1964 et l'algorithme de Shapley de 1973. Donc, on va voir sur quoi s'appuient ces 2 algorithmes. Ils s'appuient d'abord sur la décomposition du jeu en un jeu bimatriciel. Donc, tout jeu, je peux le décomposer, tout jeu à 2 joueurs. Je peux le décomposer. Il y a le jeu du premier joueur et la matrice du deuxième joueur. Autrement dit, par exemple, ici, le joueur 1 qui dispose que de stratégies L et G et le joueur 2 qui dispose de 3 stratégies A, B et C. Donc, je vais noter la matrice A, la matrice constituée des gains du joueur 1, d'accord, et la matrice B, la matrice constituée des gains du joueur 2, mais pris en colonne, c'est-à-dire pour la stratégie A, ça va être 4-0 selon est-ce que le premier joueur a pris L et G, pour la stratégie B 1 ou 2, etc. 0 ou 1, ou enfin 5 ou 4. Donc, au fait, je vais décomposer cette matrice en 2 matrices. D'accord? Ça, c'est la première des choses à faire. Les 2 matrices, bien sûr, elles vont être de type NM. N, le nombre de lignes, c'est le nombre de stratégies du joueur 1. Et M, ça va être le nombre de colonnes et ça va être le nombre de stratégies du joueur 2. Ça, c'est la première des choses à faire. Une fois que nous avons fait ce partage, nous allons regarder les choses autrement. Donc, le joueur 1, ça va être juste la donnée d'un vecteur x1, xn, où m est le nombre de stratégies pures, par exemple, du joueur 1, et de telle sorte à ce que ex égale 1, c'est-à-dire la somme des xi égale à 1. C'est-à-dire on va essayer de regarder tout de manière matricielle. De même, la stratégie mixte du joueur 2 est juste la donnée d'un y, tel que fy égale à 1, ou c'est juste la vecteur ou la matrice à une ligne 1, 1, 1. D'accord? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le gain. Comment écrire le gain du joueur 1 pour une paire de stratégies mixtes x et y? X étant un vecteur x1 jusqu'à x et y un vecteur de y1, yn. Alors, le gain du premier joueur, on va l'écrire x transposé a fois y, et celui du deuxième joueur, on va l'écrire x transposé b fois y. Donc, chaque fois que j'ai un couple de stratégies mixtes qui sont chacun des n uplés, le x c'est un n uplé, c'est-à-dire c'est des probabilités associées aux 1 stratégie du joueur 1, et y c'est un m uplé, c'est-à-dire c'est les différentes probabilités associées aux stratégies pures du joueur 2. Alors, si je veux calculer le gain en utilisant la bimatricielle, c'est-à-dire en partageant la matrice de jeu en 2 matrices A et B, alors le gain du premier joueur, ça va être xt, c'est-à-dire la transposée de x fois A fois y, et le gain du deuxième joueur, ça va être la transposée de x fois B fois y. Donc, une meilleure réponse à la stratégie Y mix du joueur 2 et la stratégie X qui maximise
XTAY, n'est-ce pas? Et une meilleure réponse de la stratégie X, une meilleure réponse de la stratégie par Y, ça va être une stratégie qui maximise XTB fois Y. Évidemment, puisque XTAY, c'est le gain du premier joueur, et XTB fois Y, c'est le gain du deuxième joueur. Donc voilà, ça c'est d'abord carrément une autre manière de voir le calcul de gain en utilisant le calcul matriciel. Alors, dans ce cas, on peut énoncer une proposition très intéressante. À partir de cette proposition que les gens ont développé, les algorithmes de calcul de l'équilibre de Nash. Donc, si on a pour donner une stratégie mixte X1, Xn, c'est-à-dire de longueur n du joueur 1, et une stratégie Y, Yn, Ym, aussi une stratégie probabilité du joueur 2, alors regardez ce qu'on va dire. La stratégie X est meilleure réponse de la stratégie Y. X ici, elle est mixte et Y, elle est mixte aussi. Alors si et seulement si nous avons la condition suivante. Pour chaque XI strictement positif, c'est-à-dire pour chaque indice de la matrice A où I est strictement positif, alors il faudrait que AYI, quand je dis AYI, qu'est-ce que je veux dire? Ça voudrait dire que la matrice A appliquée au vecteur Y1 jusqu'à Ym. Donc là, c'est la ième composante du vecteur AY. Alors, il faudrait que la ième composante du vecteur AY pour tout xi positif, là, c'est l'indice, hein, c'est l'indice i qui vérifie xi strictement positif. Alors, il faudrait que AYI soit égal au maximum de AYK lorsque je parcours tout le vecteur pour K allant de 1 à n. Et ceci pour tous les indices i tels que xi est strictement positif. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que pour toutes les stratégies du joueur 1 qui sont sur la ligne, dont la probabilité qui appartiennent au support de x, d'accord? Qui appartiennent au support de x, c'est-à-dire tel que xi, la probabilité accordée est strictement positive, il faudrait que le gain pour ces stratégies face à y, qui elle est une stratégie mixte, soit le maximum obtenu si je parcours toutes les autres stratégies du joueur. Donc ça regroupe et l'histoire du maximum atteint sur le support, ça regroupe aussi l'invariance de support. Ça regroupe aussi l'invariance de support. Autrement dit, cette condition écrite comme ça, elle regroupe deux aspects. Ce que nous venons de voir dans l'exemple, l'invariance de support, maintenant pour toutes les stratégies qui sont à probabilité strictement positive, donc stratégie pure appartenant au support, il y a égalité des gains, c'est le maximum. Autrement dit, tout ce qui est hors support, il est plus petit que les autres. Ça d'une part. Ça, si X est la meilleure réponse de la stratégie Y. De même, si Y est la meilleure réponse de la stratégie X. Alors, dans ce cas-là, on va regarder les choses en colonne. Donc, on va regarder la B transposée. Alors, dans ce cas-là, pour tout Y strictement positif, c'est-à-dire pour toute stratégie du joueur 2 à laquelle il a accordé une probabilité strictement positive, donc qui appartient au support de Y. Alors, pour tout Y strictement positif, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que le gain de cette stratégie à X, c'est-à-dire B transposé fois X, la ième composante soit égale au maximum lorsque je parcours toutes les stratégies du joueur 2. Et ce maximum va être égal à V. De la même manière, cette deuxième condition, elle regroupe l'invariance de support par rapport au joueur 2, d'une part, et aussi la non-déviation,
c'est-à-dire que seulement les stratégies qui sont à l'intérieur du support qui donnent le maximum. Donc, avec ces deux égalités, nous avons construit l'algorithme principal qui, par la suite, a été amélioré en utilisant, bien sûr, des méthodes mathématiques connues. Donc, seules les stratégies pures meilleures réponses d'une stratégie mixte sont le support de stratégie mixte qui est sa meilleure réponse. Donc, qui nous dit une stratégie mixte? برك les stratégies pures اللي هما meilleure réponse ليها معناتها كي نكومباريهم مع les autres stratégies pures هما اللي يعطوا اكثر هما برك اللي يقدروا يدخلوا في السيبور de la meilleure réponse mixte تاعها et ça dans les deux sens. Donc lorsque j'essaie de trouver un équilibre de Nash, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de trouver un XY tel que ça soit vérifié dans les deux sens, n'est-ce pas? Et puisque je cherche quelque chose qui doit être vérifié dans les deux sens, c'est-à-dire pour X et pour Y, il suffit de formaliser en utilisant ces deux équations. Donc, l'algorithme, bon, d'abord, je vais commencer par les jeux. Avant de vous lancer dans l'algorithme, je vais donner la définition d'un jeu non dégénéré. Depuis tout à l'heure, je dis non dégénéré, non dégénéré. Qu'est-ce que ça veut dire un jeu non dégénéré? Un jeu non dégénéré, ou si j'ai une stratégie mixte et de taille K, quand je dis de taille K, ça voudrait dire dans ces stratégies mixtes, il y a K stratégies pures auxquelles il y a des probabilités strictement positives. Les autres, elles sont de probabilité nulle. Donc, dans un jeu non dégénéré, une stratégie mixte qui est de taille K a une meilleure réponse qui a, elle, un support de taille K. C'est-à-dire, une stratégie mixte de taille K ne peut pas avoir au-delà stratégie pure meilleure réponse. D'accord? Si elle accorde, par exemple, 1, il a 10 stratégies. Si dans la stratégie, il a accordé seulement des probabilités à 3 stratégies parmi les 10, les réponses en pure vont être égales à 3. Ce qui est meilleur va être elle aussi de support 3. D'accord? Ceci, qu'est-ce qu'il induit? Il induit que dans un jeu non dégénéré, les équilibres de Nash, ils ont la même taille. C'est-à-dire, les équilibres de Nash, les profils, les stratégies mixtes constituant le profil de l'équilibre de Nash ont la même taille. C'est comme tout à l'heure. Quand on a cherché l'équilibre de Nash de la matrice ADX 3 fois 2, on a trouvé un seul équilibre mixte qui était de taille de 2, ou bien les équilibres purs qui sont de taille 1 fois. Les autres équilibres, c'était le seul équilibre, il était 2 fois 2. C'est-à-dire, le premier joueur a accordé des probabilités strictement positives à 2 stratégies, le deuxième aussi. 3 stratégies, deuxième aussi. C'est ça ce qu'on appelle un jeu non dégénéré. Pourquoi est-ce qu'on définit les jeux non dégénérés? C'est parce que d'abord, ils ne sont pas beaucoup, c'est très rare, et la résolution تاعهم n'est autre chose que d'utiliser de la programmation linéaire ou de l'optimisation linéaire. Ils sont beaucoup plus compliqués et très difficiles à déterminer. Par contre, dans le cas des jeux non dégénérés, c'est à taille égale. Dans ce cas-là, je peux déterminer, j'ai un algorithme qui est l'algorithme d'énumération de support, c'est ce que je fais tout à l'heure au fond de l'exercice, c'est d'essayer de trouver plein de supports. Moi, j'ai aussi regardé le cas de 1 et de 3, je n'ai pas seulement regardé seulement les supports 2 fois 2. Dans l'algorithme ici, il ne regarde que les supports 2 fois 2, donc ici, ils vont prendre tous les cas possibles, mais arrivant à un minimum entre ça aurait été 2, on n'aurait pas dépassé 2. Et pour tout I et J, deux ensembles de taille K, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit résoudre les systèmes, la somme I égale à la somme des X I égale à 1. Ça, c'est l'invariance de support du joueur 1. Et la somme des AIJ, YJ égale à U, avec la somme des YJ égale à 1,
Ça, c'est l'invariance de support du joueur. Les x, y restent entre 0 et 1 et les yj entre 0 et 1, et vérifier aussi qu'effectivement, le maximum, il est atteint sur ce support, c'est-à-dire, la dernière condition, c'est la condition de non-déviation, c'est-à-dire que c'est vrai que le maximum est U et le maximum des BTX, c'est V. Voilà, par énumération de supports, qui est quand même de complexité. Regardez, c'est 4 puissance n. Donc, il est de complexité exponentielle. Il est de complexité exponentielle, c'est un MP complet. Et donc, c'est pour ça que ça a donné naissance. Bien sûr, c'est à partir de là que les gens travaillent. Hein. Ça a donné naissance à des algorithmes de complexité moindre qui sont l'algorithme de Lemkausen et PL, et l'algorithme de Chapelet s'appuie sur la théorie des graphes, c'est-à-dire le parcours de sommet. Donc voilà, ça pour finir le chapitre 3 en principe. Voilà, en principe, le chapitre 3 est fini. Je préfère entamer le chapitre quand même en cours. Il s'agira de et maintenant, on va aller, si vous voulez, faire le TD, si ça ne vous dérange pas. Sauf si vous avez à me proposer une séance pour récupérer le TD, parce que nous avons déjà perdu quand même euh, euh, assez de TD comme ça. D'accord. Est-ce que c'est clair ce qu'on nous... Est-ce que vous pouvez suivre que TD ou là, vous préférez une séance ou une TD? Préférez une, préférez une séance. وقتاش تكملوا نهار الأربعاء؟ على الوحدة. آه، تبداو 9h40 9h40 9 أي 8 باسكو على 9h40 من بعد عندي كور تاع لي L2. خلاص نديرو تيدي على 8. 8 نهار الأربعاء إن شاء الله. دونك اسكو فهمتوا الكور هذا؟ عاودوا شوفوه باسكو ولا واحد فيكم قلت لكم il a réussi à programmer au moins Chapelet. معليش لا ما بروغراماش Chapelet. Il y a les méthodes de deep learning